Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube, on poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. On a une chaîne Facebook DMG TV et TikTok DMG TV. D'ailleurs, les directs c'est sur TikTok les mercredis et vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, je t'invite à t'abonner sur toutes nos plateformes pour ne pas manquer les vidéos qu'on poste avec des histoires mystiques. Voilà. Donc, on va écouter aujourd'hui des histoires mystiques. S'il vous plaît, laissez un like. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Et donc, première histoire. Bonjour encore à la famille DMG. L'histoire que je vais vous raconter sera très courte, très petite parce que je parle de mes histoires, de ce que moi je vis. Je ne veux pas faire semblant. Pendant les traitements que j'ai eu à faire dans ma vie pour les problèmes que j'avais, comme je vous ai souvent raconté ici, en anonyme bien sûr, j'ai découvert des choses. Est-ce que vous savez que vous pouvez appartenir au con sans le savoir, ou au con ou aux femmes là, ou à quoi que ce soit dans ce sens-là? On utilise votre esprit sans vous demander votre accord, sans le savoir. Si vous ne le saviez pas, sachez-le donc aujourd'hui. Ne vous croyez jamais à l'abri. Ne croyez pas que votre gentillesse vous met à l'abri de quoi que ce soit. Ne croyez pas que votre beauté vous met à l'abri de quoi que ce soit. Pendant mes traitements, j'ai découvert que j'avais une tante. J'ai une tante. Ma tante préférée, je tiens encore à le préciser, elle utilisait mon esprit comment? Quand j'avais de l'argent, quelles que soient les sommes d'argent que j'avais, j'utilisais, vous allez voir, quelqu'un va dire non, j'avais 1 million, si le tout, si je n'ai pas acheté mes produits pour vendre, je vais. J'ai dit, le genre de problème que j'aurai à ce moment-là. Ou bien dans la maison, tu restes, tout se casse. Parfois on dort comme ça dans la nuit, tu vas au salon, la carafe est cassée. Tu ne comprends pas. Le verre est cassé. Le pot de fleurs est cassé. Le micro-ondes qui était là-bas, il est cassé. Le frigo se gâte derrière. Les chaises se déchirent dans une maison normale. Vous cassez, vous partez refaire les fauteuils, vous payez plus de 240 000. Vous revenez à la maison, c'est comme si quelqu'un s'attelle à déchirer. Un à un. Parce qu'il faut que votre argent aille dans ce genre de dépenses pour que la personne puisse récupérer. Je ne peux pas vous expliquer comment ça se fait. C'est une question que je me pose aujourd'hui. Mais elle récupère cet argent et vous travaillez donc pour elle. C'est une sorte de con, une sorte de femme là aussi. Mais vous n'en êtes pas conscient parce que votre argent part dans les petites choses qu'elle a décidé elle-même et elle peut vivre même chez vous parce que celle-ci vivait chez moi. Elle vivait chez moi dans la maison, spirituellement parlant. Donc elle vivait chez moi et elle m'avait prise dans une sorte de con justement que je ne peux pas expliquer aujourd'hui à quelqu'un parce que je n'ai jamais compris comment ça fonctionnait. Plus tard, quand on réussit à couper jusqu'à ce qu'elle n'arrive plus à le faire. Comment est-ce qu'on l'a découvert? C'est toujours un traitant qui me le dit et il me demande de l'argent pour aller récupérer les choses qu'elle a placées, toujours avec ma épouse. À l'intérieur, on y retrouve quoi? Un cadenas avec des cheveux à moi, avec mon nom emballé sur le cadenas, avec une poudre, je crois parce que c'était, avec un billet de 500 francs, des pièces brillantes. On m'a pas de l'autorisation de raconter, mais je raconte parce qu'il faut que vous sachiez que ça existe. Et elle est partie enterrer ça dans un cimetière, je tiens à le préciser. Le traitant dont me demande de l'argent, il va récupérer ça, il vient, il me montre. Pendant ce temps, il me dit, il y a des choses que je devais faire à la maison pour sauvegarder, ce que je fais très bien. Après, quand je récupère tout ça, il me dit d'aller là-bas chez lui pour continuer le traitement. C'est moi-même qui casse l'œuf duquel toutes ces choses ici sortent. Je ne peux pas vous expliquer, ne me posez pas les questions, je ne comprends pas moi-même. Ce qui est sûr est qu'après ça, je me suis vu acheter les marchandises à 10 millions qui est arrivé au Cameroun pour une fois. J'ai vu mes affaires prospérer. J'ai vu mes affaires prospérer en tout cas. Et il m'a expliqué après qu'ils ont pris ton argent, tes cheveux, ton ADN, ton nom, comme tu vois écrit. Une réunion. Des sorciers peuvent se connaître dans 2 villes différentes et te traiter comme ils veulent, à leur guise, en fonction de leurs objectifs, vis-à-vis de toi. Donc, ceux qui croient être à l'abri parce qu'ils ne sont pas à côté, mais ils sont éloignés de la famille, là, ne jouez pas avec. Le sang, c'est le sang.
Quand on a réussi à me la retirer de ma vie, vous savez ce que la bonne dame fait? Elle dépose, puisque ma maison est inaccessible désormais, elle dépose un fétiche à l'entrée de ma maison. Pourquoi? Pour que je sois gâtée. Gâtée dans quel sens? Gâtée dans le sens où quoi que je touche ne prospère jamais. Tout ce que je touche se gâte. Je dis bien là, elle a fait ça 3 fois. Je tiens à préciser, 3 fois. On ne parle pas d'une personne lointaine, on parle de la petite soeur de ma mère. Elles ne sont pas nombreuses, elles ne sont que 2. Alors aujourd'hui, elles ne sont que 2. C'est elle qui fait ça à l'enfant de sa grande soeur. Et je vous dis que c'est ma tante préférée parce que l'autre était décédée. Comme je vous raconte là. Elle me jette le sort, elle attend chez elle. On a traité. J'ai seulement fait des retours à l'envoyeur parce que je n'avais pas le choix. J'ai dit qu'à un moment donné, parce que vraiment le traitant avec qui je suis refuse de faire les retours. Il dit que non, c'est méchant, c'est dur. Même si elles le font, il faut plutôt te protéger. Il ne faut pas que le sang de quelqu'un retombe sur tes bras. J'ai dit que le père, tu sais, s'il faut tuer pour vivre, je vais tuer. Il faut qu'on soit très 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 d'accord sur ceci. Il est inadmissible que quelqu'un essaie toujours de me tuer. Et comment ils sont en train d'éviter les coups de poing. Non. À un moment donné, il va bien falloir que je la transfère parce que j'ai des enfants à éduquer, moi. Bref, c'était pour vous dire, les tantes, les oncles. Je vous dis comme ça que je suis allée à Douala. Vous savez combien elle a eu mon argent? Après des années sans se voir. Je suis une jeune femme de la trentaine, j'ai 35 ans. Je suis allée à Douala pour le deuil d'une cousine du côté de mon papa. Arrivé là-bas, je l'ai trouvée en plein carrefour Anatole, parce qu'elle est là-bas. Je lui ai donné 25 000 francs pour une perruque. J'ai bien dit 25 000 francs pour une perruque. Qu'elle m'a demandé, elle m'a dit, moi je veux aussi être belle comme toi, machin. C'est les mamans qui aiment toujours rester dans le mood. On ne sait qu'à Douala, on ne vieillit pas comme on vieillit ailleurs. Les mamans sont toujours très pimpantes, chic là. Moi je dis, je fais plaisir à ma tante qui est ma mère aussi en fait. Parce que sa fille et moi avons le même âge. Je vous promets que c'est cet argent qu'elle a utilisé pour ça. Et s'il vous plaît, elle le fait avec ma co-épouse du village de mon mari. Ensemble pour me faire du mal. J'ai demandé fatigué au traitant, mais pourquoi c'est toujours moi? On ne peut pas faire ça à quelqu'un d'autre. Il m'a expliqué, mais ça, je vais garder ça pour moi, les raisons pour lesquelles ça m'arrive comme ça. Bref, je voulais vous dire, méfiez-vous des gens. Ne fuyez pas seulement, battez-vous, protégez-vous. Si vous avez décidé que c'est dans Jésus, plongez dans lui. Je ne sais pas où vous allez prendre son sang, ça vous concerne. Mais plongez là où vous voulez plonger. Mais ne croyez pas qu'il n'y a pas de bataille parce que vous ne bagarrez pas. Tu peux rester sur place, la pierre vient te trouver. Bonne journée, partagez et likez. Bisous à tout le monde. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Alors, mon histoire, ça s'est passé dans mon village, sur le côté de Nanga. Nanga et Boko, oui. C'était la construction des routes. La construction des routes. Donc, le goudron devait passer. Et de là-bas, il y avait des ponts à arranger. Maintenant, le village qui était à côté, c'était un village parental à nôtre. Donc, un frère à mon grand-père qui était chef du village d'à côté, en fait, chef du village et presque tous les chefs des villages, en fait. Donc, l'histoire, c'est quoi? Il y avait la construction des routes et c'était des Blancs qui le faisaient. Arrivé sur le pont qui était à côté du village dont je parle, il y avait un pont qu'il fallait arranger et apparemment, il fallait faire un sacrifice pour arranger le pont. Donc, ils sont allés voir le chef du village et ils ont proposé une somme. À l'époque, ça fait déjà, c'est une histoire peut-être qui monte à déjà 7 ans aujourd'hui. Et à l'époque, 200 000 dans un village, c'était vraiment une grosse somme. Donc, les Blancs ont proposé au moins une somme de 200 000 au chef pour un sacrifice humain pour le pont. Alors, le chef a accepté. Et c'était pendant la période des vacances. Il y avait son neveu, le neveu du chef, un cousin à moi, qui fréquentait à Obala. Donc, il était arrivé au village pour passer les vacances. Et il aimait bien pêcher. Il aimait bien pêcher au niveau du pont là. Il y avait la rivière là qui passait. Il aimait bien pêcher là. C'est comme ça qu'il avait tendu, il avait mis ses filets en fait. Il avait mis ses filets dans la rivière pour attraper ses poissons. Ils sont allés donc dans un bal. C'est pendant les vacances comme ça, on fait toujours des bals au village.
En rentrant du bal du village d'à côté, dans notre village en fait, en rentrant du bal, c'est comme ça qu'il s'arrête au pont. Il dit à ses frères d'avancer. Il arrive, il veut vérifier son filet, si c'est que ça a attrapé le poisson. Ses frères disent, ok, ne tue pas, c'est fait tard. Ils étaient aux environs peut-être de 19h, 20h comme ça. Il était habitué en fait d'arriver dans la nuit, aller regarder ses filets. C'est comme ça maintenant qu'il n'est pas rentré quand il est descendu à la rivière. Le lendemain, ses frères se réveillent, on le demande, on ne le voit pas. C'est comme ça maintenant ses frères expliquent que il est allé regarder son filet dans la rivière quand ils sont rentrés en soirée hier. On arrive, on ne le voit pas. On voit son filet, mais on ne le voit pas. On le cherche partout, on ne le trouve pas. 2 jours après, son corps monte sur la surface en fait. Son corps monte. Il est déjà mort et noyé. On ne comprend pas. Quelqu'un qui était habitué à aller pêcher et aller regarder ses filets dans la nuit, comment se fait-il qu'il a été tué de noyade comme ça et tout? Donc, les gens n'ont pas compris. On a fait son deuil, c'était la douleur, c'était la tristesse et c'était le seul dans la famille qui évoluait avec l'école. En fait, c'était le seul qui était allé un peu plus loin dans leur famille avec l'école. Donc, c'était le petit-fils du chef du village, donc l'enfant de sa fille. C'est comme ça maintenant, pendant le deuil, lors du deuil, la sœur maintenant du chef, sa grand-mère en fait, elle se met à pleurer parce qu'elle aimait vraiment son petit-fils là. Elle se met à pleurer, elle pleure, elle se met à bavarder. Elle était aveugle. Elle se met à bavarder que c'est à cause de l'argent que tu as fait. Nous, que petit-fils est mort et tout et tout. À cause de quoi? À cause de combien et tout. Les gens commencent à dire que, hé, mince, qu'est-ce que la grand manque de raconter? C'est comme ça maintenant que l'histoire sort. L'histoire sort que apparemment le chef du village a liquidé l'enfant pour le sacrifice du pont. Parce que apparemment tous les ponts qu'on voit là, quand on arrange les ponts, il faut un sacrifice humain pour pouvoir soutenir le pont. Donc, c'est son petit-fils qui l'avait sacrifié pour soutenir le pont du village. Donc, ce qui fait que son âme va toujours rester là au pont. Il est là pour protéger le pont. Il est comme le gardien du pont. C'est ainsi qu'on a pu connaître que tous les ponts qu'on arrange là, il faut toujours faire un sacrifice en fait pour poser, pour soutenir le pont, pour arranger le pont là. Donc, ce qui fait que chaque fois que les gens passaient toujours, il y a plus de 5 personnes qui l'ont vu dans la nuit. Même mon beau-père, en fait. Mon beau-père, c'est un commissaire, donc il est toujours en train de rouler dans la nuit pour aller voir, peut-être pour attraper les bandits, s'il y a déraillement et tout. Donc, un jour, mon beau-père, dans la nuit, rentrait d'un déraillement qu'il était allé regarder, justement. C'est comme ça, en rentrant, il voit un jeune garçon, en fait, habillé en blanc, placé au niveau du pont, en train de regarder la route. Donc, il est toujours placé au niveau du pont. Et la plupart des gens qui l'ont vu, l'ont toujours vu placé au niveau du pont, habillé toujours en blanc. Donc, apparemment, quand tu roules tard dans la nuit, les gens qui ont un cadre aux yeux le voient. Donc, beaucoup de gens sont venus se plaindre, même au niveau de mon grand-père, parce qu'à l'époque, il était maire du village et il était le chef des chefs là-bas, en fait. Le chef de tous les groupements. Donc, les gens venaient le voir et se plaignaient qu'on le voyait là au niveau du pont. Toujours là assis, habillé en blanc. Donc, c'est un peu ma petite histoire que je voulais raconter. J'espère que ça va donner une leçon aussi à mes frères et de savoir en fait que les ponts qu'on arrange, il faut toujours un sacrifice là. Là, c'est sûr. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Commentez, likez, partagez. Salut la famille DMG, j'espère que tout le monde se porte bien. Bonne heureuse à tout le monde, mes meilleurs vœux. Je vais vous raconter mon histoire qui s'est passée en 2022, dans le mois de décembre. Ça fait maintenant 1 an. J'ai été victime de quelque chose sur les réseaux sociaux. Donc je vous en prie, de grâce, faites attention. Il y a certaines personnes qui utilisent l'image de nos stars pour arnaquer les gens. Et ce qui s'est passé, la personne qu'ils ont pris pour m'arnaquer, cette personne était un
une chanteuse avant. Maintenant, elle est devenue pasteur. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je sais que les Ivoiriens vont la reconnaître. Je ne vais pas donner son nom. Voilà, donc la personne s'est fait passer pour la dame pour m'envoyer des trucs, l'invitation sur Facebook. Donc, j'ai accepté l'invitation. Quand j'ai accepté l'invitation, moi-même, je me suis dit que, la dame là, elle m'a envoyé une invitation. On ne sait jamais, peut-être que c'est elle. Voilà, peut-être que c'est elle. Donc, je suis allée sur sa page, j'ai regardé, je vois que c'est elle qui est sur la photo. Maintenant, on a eu à échanger. Elle me demande, je fais quoi dans la vie? Je dis, moi, je suis étudiante. Elle dit, que ça tombe bien. Chaque fin d'année, elle fait des dons à un étudiant. Chaque fin d'année, chaque décembre. Et on est en décembre. Que c'est moi, Dieu a choisi pour mettre sur son chemin. Donc, elle va m'envoyer l'argent. Moi, je vais faire des sacrifices à sa place. J'ai dit, comment ça? Elle dit, non, que chaque fin d'année, là, elle doit choisir une personne à qui elle doit donner 600 000. Maintenant, les 600 000, une fois que tu reçois ça, toi-même, tu ne touches pas à l'argent. Tu prends l'argent et tu vas partager ça aux personnes démunies. C'est tout. Et le lendemain, tu reçois la même somme dans ta chambre là-bas. Il dit, yeah. Il dit, non, moi, je ne suis pas intéressée. Je ne suis pas intéressée. Elle dit, non, elle a commencé à me supplier. Que non, c'est son don. Faut pas, moi, je vais faire ça. Sinon, ça va gâter ces machins. Il dit, aïe. Il dit, moi, je suis là. Je n'ai pas besoin de ton aide. Ma vie comme ça, là, ça me plaît. J'ai tout. Je me plains de rien. Ce qui est avec moi ici, là, me suffit. La dame a commencé à me supplier. Elle a commencé à m'harceler. Il dit, madame, désolée. Elle dit, ok. Dis-moi d'envoyer mon numéro WhatsApp. On va échanger là-bas. Il dit, si c'est pour me parler de ton argent sale là, moi je ne suis pas dedans. Je ne donne pas mon numéro. Elle dit non, qu'elle va plus parler de ça encore. Donc du coup, j'ai envoyé mon numéro WhatsApp. Elle m'a envoyé un message sur WhatsApp. Maintenant, quand elle m'a envoyé un message sur WhatsApp, il dit ok, j'ai vu. Elle a commencé à m'envoyer des photos, des gris-gris, des coris, les trucs, des fétiches bizarres là. Elle a commencé à m'envoyer ça. Moi, mais j'ai eu peur. Il dit, madame, c'est quoi ça là encore? Elle dit non, que moi, je ne la connais pas. Ou bien, il y a des photos que je vois, je connais la personne qui est sur photo là, mais vous-même, je ne vous connais pas. Elle dit non, que c'est elle. Mais il dit non. La dame là, elle est pasteur. Et toi, tu fais des fétiches. Ce n'est pas toi. Elle a commencé à me raconter tas de choses comme ça. Elle dit, ok, madame, si vous n'arrêtez pas de m'harceler, moi, je vais vous bloquer. Elle dit, non, qu'il ne faut pas, je vais la bloquer. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle est revenue encore sur le même sujet-là. Elle me dit, non, que si moi je veux, elle va arrondir les 600 000 francs là à 700 000 francs. Il dit, non, il dit, ça va, même si c'est 1 million, 2 millions là, moi, je ne prends pas ce genre de choses-là. Et puis, bizarrement, la dame, au moment où on est là causé sur WhatsApp, elle m'appelle directement. Je n'ai pas de coucher. J'ai dit ok. Comme c'est avec force tu veux faire là, il n'y a pas de souci. Je l'ai bloqué sur WhatsApp, je l'ai bloqué sur Facebook. La dame a commencé à m'appeler, m'harceler. J'ai dit 2 jours, elle est sur moi. J'ai éteint mon téléphone, mais mon téléphone sonne. Il dit, c'est quoi ça là? Mais j'ai éteint mon téléphone, pourquoi ça sonne encore? Je regarde ces mêmes numéros là qui m'appellent. J'ai eu peur. Il dit, il a failli pisser sur moi. Wallah. Il demande pardon. Je vous demande pardon. Soyez sage. Maintenant, là, il y a des nouvelles méthodes pour pouvoir avoir une personne. Si ce n'est pas physiquement, c'est oralement, soit c'est sur les réseaux sociaux. Ces personnes-là sont là. Ils utilisent l'image de nos stars là pour pouvoir arnaquer les gens. La dame pensait qu'elle avait eu sa foi comme ça. Elle voulait m'utiliser. Imagine si moi j'avais accepté l'argent ça là. Qu'est-ce qui allait m'arriver aujourd'hui? Est-ce que je serais parmi vous ici? Ou bien je prenais l'argent pour aller donner à autre personne. Qu'est-ce qui allait arriver à ces personnes-là? J'ai pensé à tout ça là. Oh bon, comme je n'ai pas répondu à ces appels, donc la dame m'a laissé tranquille. Moi aussi, je l'ai bloqué partout. Jusqu'à présent, je l'ai bloqué. Donc,
quand quelqu'un m'envoie un message comme ça et que je vois que c'est une personne célèbre, là, moi, je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Soyez prudents. Soyez très, très prudents. Voilà, c'est mon témoignage que je voulais vous partager en fait. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour DNG, bonjour la communauté DNG. N'oublions pas de liker, de partager et de commenter. Ça permet de sensibiliser et de sauver des âmes. Bonne année aussi à tous et que Dieu bénisse la grande famille DNG. L'histoire que je vais vous conter est l'histoire qui s'est déroulée dans ma famille maternelle. Ça concerne la tante à ma mère. Et cette dame que je vais lui donner un nom d'empreinte, le nom d'Elisabeth, était une femme qui avait beaucoup d'argent, qui était une très grande commerçante. Elle vendait de l'or, elle faisait tout ce qu'une femme pouvait faire pour avoir de l'argent. Elle était très très riche. Et cette femme, avec un seul enfant, que je vais lui donner le nom de Jean. Donc Elisabeth avait seulement qu'un seul garçon qui s'appelait Jean. Et que ce Jean, elle faisait tout son possible pour que cet enfant soit un exemple pour elle. Et pour cela, Elisabeth n'a jamais voulu que Jean jouait avec les enfants du quartier, sous prétexte que les enfants étaient des voleurs, des vagabonds, des drogués. Et Jean allait dans les grandes écoles et ses amis du quartier étaient dans les écoles publiques au quartier. Elisabeth avait à sa guise plusieurs filles de ménage et garçons de ménage qui l'aidaient à vendre ses bijoux, d'autres vendaient des pagnes, d'autres vendaient des habits. Et Elisabeth, à chaque fois, elle se plaignait qu'elle perdait de l'argent, elle perdait des bijoux, elle perdait des choses. À chaque fois, c'est elle qui se plaignait. Et quand elle se plaignait, elle accusait toujours les autres personnes. Elle accusait souvent les filles de ménage, les vendeurs dans son magasin. Souvent même, elle perdait de l'argent, de fortes sommes qu'elle accusait d'autres personnes qui sont eux qui ont volé son argent. Et quand elle accusait, elle ne faisait pas que parler. En parlant, elle maudissait. Et pourtant, elle oubliait que la bouche qui bénit, c'est la même bouche qui maudit. Elle pensait que son fils était un enfant exemplaire. Donc son fils ne pouvait jamais prendre quelque chose, son fils ne pouvait jamais faire quelque chose. De quoi Jean avait 22 ou 25 ans par là. Jean avait déjà une voiture. Il prenait pour faire des va-et-vient. Puisqu'il fréquentait à la capitale, il faisait des va-et-vient. Et un jour, Elisabeth perdit une grosse somme. Du coup, immédiatement, elle accusait une autre personne, le copain d'une de ses servantes. Elle disait que c'est le jeune qui avait volé son argent. Et cette fois-ci, Elisabeth en avait marre. Elle allait voir le fétiche de son village et elle dit au fétiche de son village, cette fois-ci j'en ai marre, que celui qui a volé mon argent meure. Je veux que tu le tues. Et peu importe le prix, je vais payer parce que j'en ai trop assez. À chaque fois, c'est moi qu'on me vole mes bijoux, on me vole de l'argent, on me vole des pagnes, de la marchandise. Donc cette fois-ci, tue celui qui a volé mon argent. Le fétiche de son village lui dit, Elisabeth, si je tue la personne, ça va t'affecter toi aussi. Elle dit, pourquoi ça va m'affecter? Ça ne peut pas m'affecter, moi je m'en fous, c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Tu tues la personne, je m'en fous. Et si ça continue encore, je vais continuer à tuer les gens. Et le fétiche encore lui répète, Elisabeth, je te dis que si je tue l'enfant,
ça va te toucher, ça va même toucher ton ventre. Elle dit non, ça ne peut pas toucher mon ventre. Fais ce que je t'ai dit. Et le monsieur qui était au devant du fétiche, comme je dis le fétiche, il dit bon, Elisabeth, va réfléchir. Elle dit non, je ne réfléchis pas. C'est ma décision, je l'ai prise. Donc fais-le. Elisabeth vient. Elle donne l'argent au monsieur, payer les moutons, tout ce qu'il fallait faire pour qu'on puisse faire le rituel pour pouvoir tuer celui qui a volé l'argent. Et le notable, voilà, le notable du fétiche lui dit bon, ok, j'ai pris, je vais faire. Donc vas-y, tu vas voir celui qui a volé ton argent. Elle se retourne et vient s'asseoir à la maison. Elle vient, elle croise la famille, qui est ma mère, ses soeurs, ses cousines, pour dire qu'elle est partie faire un médicament. Elle est fatiguée qu'on la vole. Cette fois-ci, elle a fait un médicament que celui qui a pris son argent va mourir. Donc, chaque parent demande à ses enfants, que chaque maman demande à son enfant que celui qui a volé son argent, que si la personne ne vient pas rendre l'argent, que la personne va mourir. C'est ainsi que la maman commencent à demander à leur enfant, est-ce que vous avez pris l'argent d'Elisabeth? Tout le monde dit non, on va là-bas, mon papa, son argent. Hein. Cette dame, elle est très compliquée, donc personne ne touche à son argent. Elle est venue, elle a redemandé à ses servantes-là, à ses employés, tout. Tout le monde disait non, personne n'a pris l'argent. Elisabeth, ok. Puisqu'elle avait déjà fait ce qu'il fallait faire. Elle est restée là 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le 4e mois, son fils Jean, qui est à la capitale, qui va à l'école, qui revenait au quartier pour les vacances. Et en route, le jeune faisait un accident et il était amputé de sa jambe gauche. La famille, tout le monde est parti. On allait voir Jean à l'hôpital. Jean était amputé de la jambe gauche. Ça, c'est quoi ça? C'est un accident, son pied est coupé. On prend Jean, on l'amène Jean à la maison. 1 mois, 2 mois, le 2e pied de Jean a commencé à s'infecter. On ramène Jean à l'hôpital. Le 2e pied de Jean est infecté. Il faut encore amputer ça. On coupe le 2e pied de Jean. On ramène Jean à la maison. 2 mois après, Jean commence à se morfondre de douleur. Il pleure, il crie. On prend Jean, on ramène Jean à l'hôpital. Le docteur nous dit non, il faut qu'on coupe encore son bras gauche. Et c'est maintenant que la famille, c'est-à-dire ma maman, ses soeurs, tout le monde se lève qui appelle Elisabeth. Ah, Elisabeth, dis-nous, est-ce que tu n'as pas fait quelque chose pour que l'enfant souffre comme ça? Elle dit non, je n'ai rien fait. Elle dit non, ce qui arrive à l'enfant, c'est pas simple. Un petit accident que l'enfant a fait, il a un pied qui est amputé, le 2e pied, maintenant c'est son bras qu'on doit couper. Dis-nous. Elle dit oui. Qu'elle est partie voir le fétiche du village pour demander au fétiche du village de tuer celui qui a volé son argent. Et le fétiche du village lui a dit que ce que je vais faire, ça va t'affecter et ça va taper dans son ventre. Et elle a demandé au fétiche du village de le faire. Donc, ça doit être cela. Et c'est maintenant que la grande famille se lève et coupe pour aller au village, aller voir le fétiche du village. Le fétiche du village lui dit, ah, mais je t'ai dit que ce que j'allais faire, ça allait te toucher. Et tu m'as dit que quoi que de faire. Et ton village, on dit que le bras gauche des gens a été amputé. Le fétiche du village dit, voici ce que je t'avais dit. Si tu ne viens pas faire des sacrifices pour retirer le sort, ils vont recouper encore le 2e bras du fils de Jean et après Jean même va mourir. Et c'est maintenant que ma maman, toute la grande famille courut pour faire des sacrifices pour que Jean ne meure pas. Et jusqu'à après cela, ça allait. C'est-à-dire que Jean est resté là avec les 2 pieds coupés, avec le bras gauche coupé. La moralité de mon histoire est que nous les mamans, nous les femmes, ne maudissons pas vite
N'accusons pas vite les gens parce que la bouche qui maudit, comme je l'ai dit au début de mon histoire, c'est la même bouche qui bénit. Étant une mère, il ne faut jamais indexer l'enfant de quelqu'un. Il ne faut jamais vouloir l'enfant d'autrui. Parce qu'il y a personne qui met son enfant au monde sur cette terre qui désire voir son fils devenir drogué, voleur, prostitué. Tu lui donnes une éducation et en grandant, celui-ci va prendre une éducation encore dehors, qui lui fait des éducations et qui devient encore quelque chose d'autre. Nous ne maudissez jamais les enfants des autres. Pourrions plutôt bénir. Et quand quelque chose se perd, donne pour toi à Dieu. Parce que tu peux te dire que c'est l'enfant de quelqu'un. Et ça peut être toi-même, ton propre enfant, qui est auprès de toi. Merci encore. Et bonne année encore à toute la famille. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Likez, s'il vous plaît. Bonjour à la communauté d'IMG, bonjour à tout le monde. L'histoire que je m'apprête à vous raconter aujourd'hui est une histoire que je vis encore en ce moment. Je vais parler des enfants qu'on prend chez soi pour élever, précisément. De la famille en général. Quand vous ne connaissez pas les antécédents familiaux d'un enfant, quel que soit votre degré de maturité, d'amour, préservez-vous, rassurez-vous de faire les bons choix. C'est ce que vous laissez entrer dans vos foyers, surtout quand vous n'avez pas les couilles pour mener les combats qu'il faut. Parce qu'un enfant, c'est tout un univers, c'est toute une vie, c'est une famille, c'est une pléthore de familles qui en découlera. Alors, je m'en vais vous raconter l'histoire d'une enfant, un enfant de ma belle-sœur qui aujourd'hui est ma fille, même plus que la sienne, parce que c'est moi qui l'élève. J'ai demandé cet enfant à sa mère, l'enfant avait à peine 2-3 ans, parce que j'ai beaucoup aimé cet enfant. Une magnifique petite fille noire, cirée, brillante au soleil. J'aimais beaucoup cet enfant. Mais on m'a refusé l'enfant à cette époque-là. Je crois qu'il s'agissait aussi de ce que les gens pensaient de moi, ce que les gens disaient de moi, ce que ma co-épouse racontait sur moi au village. L'histoire se passe ici au Cameroun. Quand je récupère cet enfant, je vous assure, ma vie devient une sorte de... une boucle, comme si j'étais dans une boucle temporelle, mais en pire parce qu'il n'y a pas de choses positives qui se passent dans cette boucle-là. Des sommes faramineuses. Je perds le contrôle de ma maison, on va dire comme ça. Les enfants tombent malades, crescendo. Parfois, c'est tout le monde qui est malade au même moment. Parfois, et tout. Je perds des sommes d'argent. Parfois, j'ai perdu une fois 1 million. J'ai accusé mon mari parce qu'on n'était que 2 à la maison. Il n'y avait pas d'adultes. Non. Une autre fois, c'est lui qui a perdu son argent aussi. Il m'a accusé. On a fait des temps, on se parlait pas dans la maison. On se haïssait sans se haïr. Vous voyez, par exemple, je vous prends des choses qu'elle faisait aux toilettes comme ça. Elle bouche les toilettes avec le tissu. Le tissu pour que en fait, elle bouge juste pour que l'eau ne passe pas. Ce qui fait qu'il faut toujours appeler un plombier. Vous savez que ça coûte entre 15 et 25 000 francs. Un argent qu'on ne ramasse pas. Chaque fois, je constatais, depuis qu'elle était arrivée, l'évier se bouchait chaque semaine. Mais jusque-là, je ne faisais pas la différence avec ceux qui sont dans la maison. Elle a cassé un écran plat, un très grand écran plat dans la maison. J'ai regardé l'écran plat, j'étais dépassée. J'ai laissé tomber, j'ai dit c'est un enfant. Je ne sais pas comment elle peut vous casser. En dehors de ça, quand elle était si méchante, elle était rayonnante. Le déclic, en fait, part du fait qu'un jour, la première fois que je commence à avoir le premier petit déclic, un jour, l'enfant, ma petite fille, ma fille qui est sa cadette, va à l'école, on arrive à l'école, on la renvoie parce qu'elle n'a pas la tenue de sport normale, conventionnelle. L'enfant dit qu'on m'allait chercher à tenir dans toute la main, pas trouvé. Moi, je fouette l'enfant. Je l'écoute certes, mais je la fouette en me disant tu es négligente parce que tu as quelqu'un qui s'occupe de vos habits. Pourquoi est-ce que tu n'as pas ta tenue de sport quelque part à portée de main? Et l'histoire durait pendant 3 mois. Et chaque fois, chaque mercredi, ma fille ne fréquentait pas. Alors ça attire mon attention parce qu'un jour, petit frère de mon mari qui est à l'université vient en vacances. Je ne sais pas ce qu'on faisait ce jour-là. On fouillait les eaux, on voulait retirer les thés d'oreiller pour laver. Quand on essaie de réfléchir, on se rend compte que les oreillers sont bourrés. Mais juste chose qu'on regarde à l'intérieur, ce sont les vêtements de ma petite fille là
qui avait été soigneusement rangé là-bas dedans. Entre temps, je fouettais tous les enfants tous les jours pour saleté, pour négligence, pour ci, pour ça, pour ci, pour ça, sans savoir ce qu'elle vivait. Alors un jour, quand je découvre ça ce jour-là, j'ai dit, mais attends un peu. Qui garde les habits? On se rend compte que c'est elle. Je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Bon, lui, son frère, son oncle veut se fâcher. Moi, il dit, ah, c'est chose des enfants. Mais chaque mercredi, l'enfant rentre à la maison. Alors ce jour-là, quand la directrice la chasse de l'école, je vais dans les... Quand quelqu'un me dit, va un peu fouiller dans les oreillers. Je fouille dans les oreillers, j'y trouve la tenue de sport de l'enfant qui a été soigneusement rangée par l'autre. Mais pourquoi tu fais ça? Donc tu es d'accord, toi tu vas à l'école tous les jours, et puis ta soeur n'y va pas tous les mercredis. Donc elle rate totalement la journée de mercredi à cause de toi. Et je refusais d'acheter une autre parce que j'estimais que c'était de la négligence. Vous n'allez pas perdre, on va acheter chaque fois. Non, non. Vraiment, ma famille, j'ai souffert. Les bijoux qui disparaissaient. Ma bague de mariage alors, je trouve aujourd'hui, demain je perds et tout, et tout, et tout, et tout. Ça, c'est le premier déclic. Le deuxième déclic, c'est le jour, un jour, elle rentre de l'école. Je suis derrière elle. Parce que ce jour-là, je suis allée payer leur pension. Je voulais leur faire un boum en route, sauf qu'on était au goudron. Je ne veux pas faire boum et puis l'enfant prend une mauvaise course. Je vois un groupe d'enfants agglutinés autour de ma fille, qui est sa cadette, qui était dans les 7 ans, 8 ans comme ça. En train d'insulter, pisseuse, tu as pissé ce lit, essayant de soulever sa jupe, tes caleçons sont toujours sales. On nous a dit que c'est ce que ta soeur a dit. Donc, cet enfant que j'ai amené chez moi brimait sa cadette, je ne savais pas. Et chaque fois à la maison, ma fille, comme elle était interdite de parler mal à celle-là, c'est son aînée. Elle était aussi interdite de la mettre de côté parce que je ne tolère pas ce genre de choses dans la maison. J'ai compris pourquoi ma fille évitait cette fille à la maison. C'est-à-dire quand je l'ai envoyé faire une chose à deux, ma fille commence à pleurer. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Je me disais qu'elle voulait la mettre de côté parce qu'elle vient du village, parce qu'elle estime que c'est chez eux. Des petites choses, des petites filles, quoi. Quand on voit ça dans les petites filles. Sans savoir qu'en fait, il y avait ce problème au fond. Elle passait le temps à monter les camarades, c'est-à-dire elle sort de sa classe, elle part à la classe de ma fille pour raconter ce que ma fille fait comme bêtise à la maison. L'enfant pisse au lit, elle raconte, elle dit, on soulève sa jupe, on la brime en route. Vraiment, l'enfant a vécu tout un calvaire pendant des années, j'ai jamais su. Nous sommes comme ça la troisième année quand je découvre ça. Parce que une année, l'année 2003 était l'année où tout s'est déclenché. Après ça, quand je regarde l'action, quand elle me voit, elle chuchote. Et elle a la langue tellement menteuse. Je dis, elle est à la maison très rapidement. Je l'ai su en marche parce que la maison n'est pas loin de la maison. On est à quelques mètres de la maison, de l'école, on n'est pas si loin. Quand on arrive à la maison, je regarde, je commence à comprendre beaucoup de choses que ma fille faisait. Ma fille l'évite, ma fille évite de lui parler. Si elle est en train de parler, elle entre dans la maison, ma fille ne parle plus. Elle me frustrait l'enfant, mais je ne savais pas. Moi, je pensais que ma fille voulait se faire voir parce qu'elle était quelqu'un qui était très attaché à sa famille. Elle aimait toujours dire mon père, ma mère, c'est pour moi seule. Je me disais que c'était ça qui continuait. Ma famille. Voilà le deuxième déclencheur. Le troisième qui n'était pas des moindres, c'est le buffet. Il y avait comme si il y avait un buffet dans mon plafond qui courait à une période. Les enfants ne dormaient pas. Je ne dormais pas. Mon mari et moi, il y avait une atmosphère tellement négative dans la maison. Et j'avais ma fille, ma plus grande fille, qui se levait tous les jours, le corps gonflé. Donc, comme ça, la fouettait avec le tuyau à gaz, on sait comme ça fait souvent des traits sur la peau. Mon fils qui était là pour le moment, le voilà, il est encore venu couper ma tête aujourd'hui. L'autre se réveille, l'œil est fermé. On n'a pas de raison dans la maison. On ne comprend rien. On avait la paix avant ça. C'était depuis toutes ces choses. C'est juste que je ne m'étais jamais concentrée pour regarder. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passait, les instructions qu'on lui donnait, on lui demandait d'accélérer un peu les choses. Parce que malgré tout ça, je ne me séparais pas de mon mari. Je supportais, je faisais tout ce que je pouvais pour que tout fonctionne dans le foyer. Parce que pour moi, il n'y a pas meilleur endroit que le foyer pour l'épanouissement d'un enfant. Alors, quand ils se rendent compte que mais malgré tout ça, ça ne marche pas, on donne des choses, elle vole les bijoux et tout, et tout, et tout, et tout. Moi, je commence à m'intéresser aux choses de voyance. J'appelle quelqu'un, une dame. Je lui dis, je ne sais pas qui m'avait donné son numéro. Bah, s'il te plaît, regarde un peu ce qui m'arrive parce que je suis un peu perdue. Parce que j'avais l'impression que ma maison ne m'appartenait plus. Je perds, si j'aime quelque chose, le lendemain, ça a disparu de la maison. Tu veux ma cuisine aménagée, mais tu fouilles dans ses affaires, tu ne trouves pas. Je cherche l'argent. Si par mégarde, quelqu'un a vu quand je faisais, donc on commençait à avoir peur l'un de l'autre. On ne se faisait plus confiance.
C'est comme ça que l'enfant faisait. Elle volait. L'enfant volait, l'enfant montait. Comme je vous raconte ici ma famille. La grande me dit non. Va chez vous, rentre chez vous au village. J'ai dit chez nous, comment dire que va chez ton grand-père. J'ai dit mon grand-père est décédé, ça fait longtemps aujourd'hui. Elle me dit non, va, il y a un successeur. Non, j'ai dit oui. Elle me dit rentre dans votre concession. J'ai dit moi je peux pas rentrer au village, je suis pentecôtiste. Bon, blablabla, et tout, j'y crois pas. J'ai dit que bon, si tu n'y crois pas, pourquoi tu m'appelles alors? Parce que moi je peux pas t'aider plus que ça. Je t'ai dit la vérité. Bon, sinon prie dans ta Bible et puis tu vas trouver la solution. J'ai dit oui, la Bible va me donner la solution, mais j'ai besoin de comprendre d'abord ce qui se passe. Elle me dit ok. Mais il faut rentrer là-bas pour qu'on puisse même mieux voir ton problème. Parce que j'ai peur de te faire une mauvaise interprétation. Parce que ce que je vois n'est même pas au niveau que tu crois. J'appelle mon grand-père. Papa, voilà, papa, ouais, grand-père, voilà. Il me dit, oh, qu'est-ce qu'il faut? Il dit que on m'a dit d'aller chez le grand de mon grand-père à moi. Celui qui est décédé, donc celui que tu succèdes, auquel tu succèdes. Pour faire le sang de la poule. Bref, la tradition mameléké. Donc il me dit, ah mais c'est pas un souci, c'est pas comme si c'était la fin du monde. Du voyage, on se retrouve au village, à Baganté. On quitte ensemble, on se retrouve là, je fais tout. Quand je rentre, c'est la dame même qui m'appelle pour me dire, madame, j'ai dit oui, voilà l'histoire. Il y a un agent qui a été placé chez vous, c'est une fille. Vous l'aimez beaucoup, hein? J'ai dit oui. Voilà, elle suit les instructions de telle et de telle. On me donne les noms, ma co-épouse et la grand-mère de la fille du côté de son père. J'ai dit, mais attends, les deux ne sont pas censés se connaître même. Il me dit, si. Sache que dans le monde mystique, quelqu'un peut être en France, il fréquente avec une personne qui est au fin fond du Congo, Brazzaville, hein, et ils fréquentent très très bien ensemble. Et ils ficellent tellement bien même que la trace n'est même pas retrouvable. Donc, c'est pas comme votre monde ici. J'ai dit, ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle me dit, non, tu vas m'engager, traite-moi. En retard, mon grand m'appelle parce qu'après avoir fait ça, lui aussi, c'est quelqu'un, il est notable. Il me dit, bon, malheureusement pour toi, on va faire des travaux chez toi. Malheureusement, pourquoi? Il me dit, parce que ce sont de gros travaux. Ta maison, au-dessus de ta maison, il y a un aéroport. La parole aussi m'avait confirmé ça avant. J'aurais même dû finir avec ce qu'elle a d'abord dit. Au-dessus de ta maison, il y a un aéroport. Et cet aéroport-là, c'est un très grand aéroport parce qu'il y a des petits aéroports, comme dans la vie terrestre, et des petits aéroports pour prendre des petits jets privés. Donc, quand il y a cet aéroport-là, ça signifie qu'il y a aussi beaucoup d'esprits qui y passent, beaucoup qui connaissent la qualité d'énergie dont renferme la maison, puisque tu as beaucoup d'enfants en bas âge et qui connaissent, voilà. Donc, déjà, on ne peut pas chasser un aéroport comme ça, hein, ça tu peux être sûr. Mais on peut t'en préserver. On peut faire en sorte que tu n'aies plus besoin que tu ne ressentes plus le méfait sur toi et sur tes enfants. L'énergie négative, là, c'est la mission aussi de l'enfant. Elle est censée vous séparer. Ton argent, tout ce que tu cherches, elle va te dire. Et tout. Vraiment, je vous dis, ma famille, il y a des choses d'ici dehors. Si tu n'as pas encore vu, ne dis pas que ça n'existe pas. Je parle d'une petite poupée. Je ne peux pas partager sa photo sur les réseaux sociaux. Vous auriez vu la petite merveille qui est ma fille. Si c'est ma fille, quoi qu'elle fasse. Si ça avait été ma fille, j'aurais rien fait. Je m'énerve, moi, là, je dis, mais qu'est-ce que je fais de cet enfant? Je la renvoie au village où elle n'aura pas d'école parce que ce sont des gens qui n'aiment pas l'école. Donc, je sais qu'à maximum 13 ans, ma fille, elle sera enceinte. C'est comme ça chez eux. Donc, c'est l'habitude, même sa mère l'a eu à 13 ans. Donc, c'est pas comme si... non, elle a eu son premier à 13 ans. Donc, c'est pas comme si ça me surprendrait qu'elle aussi naisse à cet âge-là. Elle accouche aussi à cet âge-là. Ma famille, je vous dis que quand tu n'as pas encore vu, ne dis pas que ça n'existe pas. Quand je prends dans l'enfant, on fait d'abord les travaux dans la maison. On fait les travaux, on fait ci, on fait ça, on fait tout. Le grand-père arrive avec le traitant, il fait ceci, il fait cela, il nous sort de ces choses terribles de la maison, il fait des trucs, il fait. Ma fille fait le traitement. Je la force, je lui dis que passe là-bas vite le traitement. On fait tout. Quand on finit de faire, le père me dit, tu vois, il veut beaucoup d'histoires, mais supporte, tu es une maman. Supporte. Cette fille, tu l'as beaucoup aimée, continue de l'aimer, parce que si je la laisse là, elle est morte.
il sortit pas. Regardez vous-même. J'ai des enfants à la maison. J'ai cette petite fille. Sur la balance où mon cœur n'arrive même pas à se décider alors que c'est pas mon sang. Je dis mais qu'est-ce que je fais? Et entre-temps, puisqu'elle était en mission, imaginez à quel niveau j'étais en problème avec son père, enfin son oncle, son père, on va dire comme ça. Est-ce qu'il croit d'abord à ces choses? C'est moi qui le traite. Je dis que non, mais c'est apprendre à laisser. Si tu veux pas du tout traiter mes enfants, la famille, la maison, moi je ne parle pas avec mes enfants et puis tu restes avec ta nièce. C'est là où plus tard, l'enfant, quand on fait les traitements, elle n'arrive pas à sortir comme elle veut de la maison parce qu'apparemment elle sortait dans la nuit, elle faisait ces choses dans la nuit. Maman. Donc j'appelle la fille, je lui dis que j'en ai marre. Si tu veux rentrer chez toi, tu me dis, je te ramène chez toi. Parce que je ne sais plus quoi faire de toi. Si tu sens au fond de toi qu'il vaut mieux que tu portes tes pieds et que tu descendes chez vous à la maison, je te comprends. Elle me dit que si elle rentre, on va la tuer. Je dis qu'il va te tuer. Elle dit, grand-mère m'a dit ça tout à l'heure. Grand-mère est venue ici, ou grand-mère au village. Grand-mère dans un village loin là-bas, ils sont des gens du centre. Elle va venir, comment? Elle est venue te dire ça quand elle n'est pas entrée chez moi. Grand-mère m'a dit tout à l'heure que si j'ouvre ma bouche, elle va me tuer. J'ai dit à l'enfant que choisis. Ou elle te tue, ou tu vas à l'école. Si tu rentres là-bas, tu sais que tu vas t'asseoir chez ta mère. Tu ne vas rien produire, tu ne vas rien faire. Tu choisis vraiment. J'en ai marre. Je ne peux pas porter tous les péchés du monde sur ma tête. Je ne suis pas Jésus. S'il te prend de t'élever était la pire erreur de ma vie, et ben, je m'en répands et je peux te déposer chez vous. L'enfant donc est obligé de parler, elle passe à table. Tu vois telle chose que tu avais perdu, j'avais cherché, tu avais quelque chose. Non, oui, c'est moi. Papa, tel argent que tu avais perdu, non, oui, c'est moi. Mais ma fille, tu as 10 ans, comment tu fais pour voler 500 000, 1 million? Non, quand je prends Tantine, je vais dire, donner quel nom? Bénédicte vient. Tantine Bénédicte vient dans la nuit et la nuit, je prends, je lui donne ça. Je lui donne souvent ça, elle vient prendre. Je dis, son père dit, recommence maman. Elle dit oui, Tantine Bénédicte vient. Elle prend ça, je lui donne. Elle dit, et les bijoux de maman qui se disparaissent? Je dis que non, Tantine prend souvent ça, mais les bijoux de maman là, elle n'aime pas trop ça. Elle dit que elle va porter ça quand? Elle va porter ça quand? On va la remarquer avec. Elle lui a raconté des choses, c'est-à-dire chaque fois quand ma fille se levait, j'avais une fille, ma dernière, qui refusait de dormir avec elle. Elle dit que c'est parce que ma dernière, la voit ce qu'elle fait dans la nuit. Que quand il venait comme ça, ma dernière, elle les voyait arriver. Elle a cogné. Elle dit que grand-mère a dit qu'elle va verser le sable dans l'enfant, dans les yeux de telle cette nuit. C'était une révélation sur révélation. C'est comme ça que la grand-mère attendait parce que la maison était déjà minée. Donc quand l'enfant prenait la route de l'école, qui est une ligne vraiment droite, l'école n'est pas loin. De chez moi, comme je vous parle là, je vois la grosse, c'est une école, les grandes écoles là, école primaire, mais vraiment en partenariat avec l'Angleterre. Donc c'est vraiment c'est un peu gigantesque quoi. Donc de là, je vois le nom de l'école là. Voilà, la pancarte est là, je la vois. De chez moi, de ma chambre. Tellement c'est haut. Donc c'est pas loin aussi non plus. Même en bas, c'est pas loin. Elle dit, je vous dis, la période de l'enfant ne fréquentait pas. Elle a fait un trimestre, elle ne partait pas à l'école. Je partais la chercher tous les jours. Sa grand-mère l'attendait en route, on la fouettait. Ma coépouse fouettait, la grand-mère fouettait. Qui t'a dit de parler de nous? Qui t'a dit de révéler les choses sur nous? Qui t'a dit? Je vous dis que j'ai vécu des choses avec ces femmes, avec cet enfant. On tape, tu lis le cahier, pourquoi? La grand-mère apparaît à l'école. On dit que ma fille commence à courir comme une folle. La directrice qui m'appelle, l'enfant est en train de courir comme une folle. Oh. Voici votre enfant qui court comme une folle. Elle court comme une folle. Pardon, venez prendre, on ne sait pas comment l'arrêter. On a déjà poursuivi l'enfant. On arrête l'enfant. On attache. Quand elle sort de l'école, dès qu'elle a la maison, c'est normal. C'était arrivé au niveau où l'enfant refusait. Donc, l'enfant refusait de sortir de la maison. Donc, où je suis, si je suis en train de partir, même si je suis au toilette, l'enfant là est à la portée m'attend. Parce qu'elle avait remarqué qu'à côté de moi, on ne pouvait pas l'atteindre. Parce que quand mon grand-père fait le travail, il précise que le travail ne peut pas être fait sur elle parce que ce n'est pas notre sang. Lui, il fait un traitement familial parce qu'il y a plusieurs types. L'enfant va remarquer qu'à côté de moi, quand la grand-mère envoyait le goudin qu'elle envoyait, ça n'atteignait pas l'enfant. Donc l'enfant s'asseyait à côté de moi chaque seconde, comme je vous raconte là. Après ça, donc, j'ai continué à tenir, j'ai forcé,
J'ai continué des traitements, j'ai même appelé son père, j'ai raconté l'histoire. Son père était dépassé que ma mère, je sais que ma mère n'est pas quelqu'un de bien, mais au point de venir attaquer mon enfant loin ici, dans une autre ville, loin comme ça. La mère, la voyage, elle quitte tout le centre, elle vient loin ici pour venir attaquer ma propre fille. Le gars a dit jamais. On est parti encore, on a traité l'enfant. Jusque-là, ça n'allait pas. C'est-à-dire, l'enfant se lève aujourd'hui, les yeux sont fermés. Donc, fermés vraiment comme si elle avait la polio. C'est quoi? Grand-mère est venue. Elle n'a pas duré, là, ça m'a fait peut-être 2 secondes. Elle a versé un truc sur mes yeux. Depuis, ça ne s'ouvre pas. Mon grand-père aussi de mon côté, blave son visage avec le sel. Verse ceci sur ça. Il fallait me voir. Il était devenu comme une camcie. Je dis, son père, mon mari même me regarde en faisant comme un démon. Je verse sur les yeux de l'enfant s'ouvrent. Elle porte les pieds, qu'elle part à l'école. Avant d'arriver à l'école, elle s'est arrêtée 5 fois en route en pleurant. Et vous imaginez les tenues, les écoles des anglophones là, avec le blanc. L'enfant est couché au sol. Elle roule, elle se lève. On recommence à la raccompagner. C'est-à-dire, c'était un moment tellement éprouvant pour cette fille. Mais à force de traitement aujourd'hui, elle a tout avoué, elle a tout reconnu. Elle nous a dit que ce sont les instructions qu'elle recevait de telle et de telle. Comment je sais que c'est vrai? Si je un jour à la maison, je la vois qui court, elle sort parce qu'on a le balcon arrière, on a le balcon avant. L'enfant prend la course, maman, elle vient se cacher derrière moi. Bien sûr, je ne vois rien. C'est qui est en train d'entrer? Maman, elle n'arrive pas à entrer ici, mais elle est à la cuisine là-bas derrière. Qui est à la cuisine là-bas derrière? Voilà l'ami de grand-mère, les amis de grand-mère, elles sont venues. Voilà maman, ma épouse, Bénédicte. Je dis, elles sont comme les mouches, mais les voilà, oh, elles vont me tuer. Maman, elles ont dit qu'on va me tuer. Comme je vous raconte là, je ramasse le balai avec tout mon courage. J'ai dit, moi, les animaux, moi, je dois marcher sur les animaux, c'est même pas le contraire, je dois fuir la mouche. Me voilà en train de taper les mouches en des autres. Mais voilà, elle crie, elle dit que tu la laisses. L'enfant dit seulement, ah bon, tu vas voir. Disons que ma fille s'appelle Cara, tu vas voir. Attends, n'est-ce pas? Elle va se fatiguer un jour. Toi et moi, on se connaît, je vais te fouetter. Elle dit que voilà, c'est qu'elle dit, maman. Voilà, c'est qu'elle dit. J'ai arrêté, maman, les mouches. Mettre dans les gongons, on appelle ça comment? Les bouteilles les boîtes de nido. J'ai arrêté au moins 5-6 mouches. L'enfant me confirme que ce sont eux. Ils sont en train de parler au... Vous savez pourquoi je confirme que ce sont eux? Je vous assure, j'ai pris comme ça dans une bouteille, non, écrasé piment rouge, versé à l'intérieur, versé le sel. Je vous promets que les mouches là sont restées vivantes jusqu'au... J'ai fini de faire ça, j'ai fermé, attaché, mère à l'entrée de la maison. Je vous assure que le lendemain, les mouches là vivaient dans la bouteille. Une mouche normale n'a pas duré comme ça. Après le traitement, j'ai dit que j'ai tabassé d'abord avec les balais, écrasé. Elle m'a dit que non, quand on écrase comme ça, elle ne meurt pas. Elle ne meurt pas là. Bon, elle m'a raconté. Vraiment, c'était compliqué à comprendre. Parce que moi, je me souviens seulement. Je vous dis seulement ce dont je me souviens. Après quoi, je mets comme ça. Je portais ça, aller déposer chez le traitant. Le traitant dit que mais ce sont eux, les voici. Mais tu as fait comment ça, ma fille? J'ai dit non, c'est ma fille qui m'a dit. Donc, comme je vous racontais, vraiment c'est une histoire saugrenue. Je sais même pas comment je vais tout vous raconter ça. Je me voilà qui court dans la maison. Je cours, je veux pas donner au traitant. Je vois, j'ai pas tu lui donner. Il me dit non, là voilà, mais tu les as capturés comment? Je dis non, c'est l'enfant qui avait dit oui. Elle voit effectivement. Parce que ma fille voit d'une façon limpide. Elle est née comme ça, on lui a pas donné ça. Elle est née comme ça dans leur famille. Donc elle a ça en elle. Et ma dernière aussi voit de cette façon aussi. Limpide aussi, sauf qu'elle ne peut pas faire de voyage astral. Je vous assure, je n'ai rien donné à mes enfants. Je ne sais pas d'où ça sort. Je ne connais pas ces choses-là. Je ne sais pas, apparemment ça sort des générations. Parce que si je connaissais, je n'aurais pas besoin de venir vous dire. Je n'aurais pas peur de le dire parce que c'est anonyme de toutes les façons. Je ne connais pas ces choses. On me dit que non, ta fille voit. Elle voyage, mais elle voit très bien ce qui se passe. Je vous assure, après ça, on a fait tellement de traitements. Je vais citer quel et c'est quel. Bref, l'enfant aujourd'hui va bien. Elle va à l'école. Depuis le jour où sa grand-mère a arrêté de venir lui rendre visite, ma fille ne sort pas loin des 5 premiers de sa classe. Une fille, je vous assure, elle a quitté le village en arrivant ici chez moi. L'enfant faisait cours élémentaire 2, mais elle ne connaissait pas lire de A à Z, A, B, C jusqu'à Z. Sortant de la maison des enseignants de ce monde-là, de monsieur ma co-épouse là.
J'ai pris l'enfant, je l'ai rétrogradé au cours préparatoire. Aujourd'hui, dans ses 10 ans, elle est cours élémentaire 2. C'est vrai, elle a un petit retard, mais je rends grâce à Dieu. C'est vrai maintenant qu'ayant été dans un endroit où on a voulu utiliser son don pour faire du mal, c'est difficile de la ramener, vous voyez un peu. C'est difficile de la ramener à des sentiments à 100% parfaits et nobles, mais j'y travaille. Je lui apprends l'amour, je lui apprends la patience, je lui apprends la tolérance, comme je peux. Parce que je lui dis toujours tous les jours, si je n'étais pas une personne tolérante et patiente, tu ne serais pas ici. Moi, je ne suis pas sûre que deux mamans pouvaient tolérer de mettre la vie de leurs enfants en danger pour une seule enfant. Parce que moi-même, j'ai failli craquer, pas qu'une seule fois. Mais je me suis dit, et si c'était ton propre enfant, qu'aurais-tu fait? Donc, mon message d'interpellation aujourd'hui est auprès des femmes, des mamans et des papas. C'est bien d'aimer les gens, c'est très bien. Elle aura emporté mon enfant parce que elle me dit dans sa bouche que le plan c'était que avant la fin de l'année dernière, on devait normalement prendre ma dernière petite. Parce que ma dernière petite, selon eux, a de l'énergie. Vraiment, je sais pas ce que ça signifie, ne me posez pas la question. Et on devait prendre ma dernière et on devait aussi tuer un de mes fils parce qu'il risque d'être chef du village. Voilà ce qu'on me sort comme explication. Tu allais t'y prendre comment? Non, maman. Comme maman, quand grand-mère vient souvent, elle passe par derrière, elle entre ici. Elle peut maintenant faire ce qu'elle veut aux enfants. Il n'y a que. Et vous voyez, nous les mamans aussi observons. Ma dernière, vous êtes assis comme ça, vous entendez souvent. Joujou, elle court. C'est-à-dire, le café qu'elle a l'habitude de voir, un jour, vous la voyez courir, fuir en pointant le doigt sur un animal que vous ne comprenez pas. C'est après qu'on me dit que l'enfant voit. L'enfant voit ces choses. Son père me dit que non, elle a le parus cérébral. On dit que ce n'est même pas le parus cérébral. L'enfant la voyait exactement ce qui se passait dans la maison. Donc quand les gens volaient dans la maison, elle voyait, elle pleurait, elle criait, personne ne comprend. Moi je me disais que c'est les caprices de bébé et tout et tout et tout et tout. Donc à vous qui voulez héberger les enfants, c'est bien de le faire. C'est toujours bien d'être charitable avec les autres. Mais essayez de le faire loin de chez vous. Si vous voulez faire chez vous, ayez les pieds sur terre. Parce qu'en termes d'argent, je ne vous dis pas ce que je l'ai dépensé. En termes de patience, ça m'a coûté beaucoup. En termes de famille, ma famille à un moment donné s'est fâchée, mais attends un peu. Nous, on t'a pas donné de vampire. Tu fais comment pour garder l'autre chez toi? Je dis non, mais on m'a dit que c'est une faculté avec laquelle elle vient. Elle peut utiliser un bien comme moi parce que c'est encore un enfant. On me dit oui, mais et si elle décide d'utiliser autrement et tout. J'ai fait je ne peux pas vous dire tout ce que j'ai fait comme traitement sur cet enfant. Si je vous le dis, vous n'allez même pas me croire. J'ai fait des traitements et des traitements. Et aujourd'hui, je crois que ça va. En tout cas, son résultat scolaire me montre qu'elle comprend, qu'elle évolue. Elle faisait ce deux quand elle arrivait chez moi. Je l'ai regardé comme je l'ai dit au cours préparatoire. Elle a repris du cours préparatoire jusqu'au CE2 où elle est réellement pour de vrai, où elle comprend au moins ce qu'elle écrit avec une belle main d'écriture. Je lui souhaite le meilleur. Je souhaite le meilleur à tous les parents. Nous qui voulons toujours aimer trop la belle famille, soyons sages. Même nos familles, soyons sages. Tu veux prendre le elle est un démon pour toi. Celle-ci, c'est ce qu'elle était censée être. Mais Dieu a ouvert les yeux à temps. Dieu a fait en sorte qu'on découvre à temps. Dieu a tout fait pour qu'on se rende compte de la personne avec qui on était. Et derrière cette histoire, il ne faut pas seulement dire ce qui est mauvais. J'ai découvert beaucoup de choses sur moi-même, sur ma famille, sur ma provenance. J'ai découvert que ma maison que je loue actuellement dans la ville où je suis est un aéroport spirituel, les avions décollent de là. J'ai découvert des facultés sur mes enfants. J'ai découvert des choses que, c'est-à-dire, j'imaginais pas. Pensons donc que le spirituel existe réellement. La seule chose que nous devions viser, c'est le royaume des cieux. Mais au-delà des royaumes du roi, la seule chose d'ailleurs, la meilleure chose du monde, c'est gagner le royaume des cieux. Maintenant, sur terre ici, on doit aussi vivre. Comment vivons-nous? On doit se battre et rentrer peut-être vers nos traditions. Merci à tout le monde et que la grâce de Dieu vous accompagne, qui vous accorde le salut éternel. Bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Coucou DMG, coucou à la communauté de DMG. Je vous reviens pour une nouvelle histoire. C'est l'histoire de un grand-oncle à moi. Voilà, ça s'est passé tout récemment, là, il y a moins de 2 mois. Alors, c'est un grand-oncle qui était dans un campement très éloigné et il sortait avec une jeune dame. Genre amour de jeunesse quoi. Et après ça, il est allé à la ville, aller se chercher et tout et tout. Et il a rencontré une autre femme là-bas avec qui il a eu 2 enfants, dont le dernier a à peine 8 mois. Et de retour dans le village, dans le campement,
il recroisa la jeune dame. Sauf que la jeune dame était, bon, on va dire en couple avec un monsieur qui était réputé dans la zone pour être quelqu'un qui fait beaucoup de médicaments, beaucoup de pratiques mystiques. Voilà. C'est ainsi que le monsieur a constaté que mon grand-oncle, là, avec sa chérie, entretenait des relations. C'est ainsi que le monsieur est venu voir mon grand-oncle et il lui a dit: Eh monsieur, tu as quitté en ville là, il faut laisser ma femme. Et mon grand-oncle lui dit: Ah, mais tu l'as mariée où? Tu l'as mariée où? On m'a pas dit qu'elle est mariée, comme ça, comme ça. Et le monsieur maintenant dit à mon grand-oncle que je t'ai prévenu, je t'ai dit de laisser cette femme. Ok? Si tu ne la laisses pas, tu vas voir. Et la fameuse phase, tu vas voir. Méfiez-vous de ça. C'est ainsi que le grand-oncle a dit: Mais toi, tu peux me faire quoi? Toi, tu peux me faire quoi? Il a commencé à discuter avec le monsieur. Discuter. Toi, tu peux rien me faire. Tu peux rien créer. Tu peux rien faire du tout. Ok. Donc maintenant, a commencé à se chamailler avec le monsieur et tout. Et ses amis sont venus: Ah non, frère, non, ne te dispute pas avec lui, ne te dispute pas avec lui, ok, laisse tomber. Pendant ça, mon oncle a laissé tomber. Quelques jours après, pas quelques jours, et quelques semaines après, il ressentait une fatigue vraiment très intense. C'est les gens du village, je s'est dit: Ah non, c'est un petit palu qui est en train de me fatiguer. Attends, je vais prendre les plantes. Il a pris les plantes, tout. Mais ça n'allait pas. Il est venu en ville. Quand il est venu en ville, il a commencé à faire des examens et tout. On lui disait que non, il n'y a rien et tout. Donc il se disait: Ah, mais il y a quoi? Et puis je suis fatiguée, je ne me sens pas bien, on trouve rien, tout ça. Une semaine après, il revient en ville et il devait aller à un deuil. Vraiment, il a piqué une crise. Une de ces crises-là, on l'envoie à l'hôpital. Il a fait 3 jours à l'hôpital et il est décédé. Donc, ses obsèques se tiennent là. Il y a 2 à 3 jours. Et pendant ces obsèques, alors là, c'était quelque chose de grave. Les vaillants, les très très vaillants jeunes qui étaient chargés de porter le cercueil n'arrivaient pas du tout à faire avancer le cercueil. Ça veut dire quand ils se mettaient là à partir, le cercueil reculait. Ils se mettaient à partir, le cercueil reculait. Le cercueil ne voulait pas du tout rentrer dans la tombe. Et après plusieurs bavardages, cérémonies, ils lui ont mis le couteau dans le cercueil. Voilà que si c'est quelqu'un qui t'a fait ça, reviens pour lui et tout. Voilà. C'est la fin de l'histoire. Finalement, on a pu l'enterrer. Moralité de l'histoire, écoutez, ne touchez pas ce qu'il y a à autrui. Voilà, tout simplement. Et quand quelqu'un qui te dit oui, tu vas voir, si tu n'es pas armé spirituellement, évite-le. Franchement, évite cette personne. On parle de quelque chose qui s'est passé il y a moins d'1 mois. Ça veut dire que ces choses-là, ça va toujours se passer. Prenons nos dispositions et puis vraiment, méfions-nous. Voilà, c'était tout pour l'histoire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager la chaîne. Parce que c'est dans les partages que nous on a connu la chaîne de DMG. Donc, n'hésitez pas à partager. Bye bye. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez. Si Tom Schnezois a raconté votre histoire, numéro à l'écran. On se prend demain pour une autre vidéo. Ciao.